Quand on regarde la bande dessinée franco-belge, il est difficile de passer à côté de la légende Michel Vaillant, le héros du sport automobile français par excellence. Pendant des années, Michel a concouru à toutes les épreuves possibles et inimaginables pour un pilote automobile. Aujourd'hui, accordons-lui une pause bien méritée en s'intéressant dans un premier temps à ses débuts dans la bande dessinée pour se concentrer sur l'échec de son adaptation au grand écran. Malgré un potentiel, nous le verrons, plus que prometteur. Avant que la vidéo ne commence, je tenais encore à vous remercier pour vos retours sur mes dernières vidéos, que ce soit sur le cinéma ou la musique. En ce moment, on est vraiment sur une pente ascendante. Si j'arrive à vous divertir en vous partageant mes passions, c'est mission accomplie pour moi. Sans plus tarder, commençons la vidéo. À la fin des années 50, le journal de Tintin était un magazine de bande dessinée très populaire, composé d'extraits de véritables BD, d'articles ou encore de petites histoires confiées à des dessinateurs prometteurs. Et justement, en 1957, le rédacteur en chef du journal de Tintin décide d'offrir sa chance à un petit dessinateur du nom de Jean Graton. Un passionné d'automobile depuis son enfance et plus particulièrement des 24 heures du Mans, où son père l'emmenait enfant. À l'idée de la création d'un héros de bande dessinée, Graton pense évidemment à un pilote de course dont le nom lui vient presque tout de suite, Michel Vaillant. Mais avant de se lancer dans des histoires longues réparties sur plusieurs numéros, on propose à Graton la rédaction de plusieurs histoires courtes ressorties il y a peu sous forme d'albums. Et suite au succès de ces petites histoires, il entame la rédaction de ce qui deviendra plus tard le premier album du héros, Le Grand Défi. Au fil des années, les albums se succèdent tout en suivant le même schéma de parution, soit divisés en plusieurs histoires dans le journal de Tintin, puis publiés sous forme de formats semblables à ceux qu'on connaît aujourd'hui. En bref, ces premiers albums ont réussi à poser les bases de l'univers Vaillant, avec des dessins magnifiques et des histoires aujourd'hui cultes dans le monde de la BD. 10 ans après Le Grand Défi, Michel Vaillant avait réussi à s'introduire sérieusement dans la bande dessinée. Ainsi, on contacte rapidement Graton pour une adaptation sur le petit écran. Graton accepte, la série Les Aventures de Michel Vaillant pouvait voir le jour. Soit une production de 13 épisodes avec un budget plus que limité. Résultat, le scénario reste secondaire, puisque tributaire des courses où est filmée la série. Toutefois, elle sera tout de même bien, voire très bien accueillie en Europe. Après la série, les albums se poursuivent avec toujours un franc succès malgré l'apparition de certains rivaux qui au bout de quelques tomes admettront qu'ils ne font pas le poids. Après une adaptation en 86, toujours sur le petit écran mais cette fois-ci sous forme de dessin animé publié à l'international, avec le plus souvent un scénario creux et partant un peu dans tous les sens, il était temps pour Michel Vaillant de renouer avec la caméra, mais cette fois-ci avec un projet pour le grand écran. En 2003, Philippe Graton, le fils de Jean Graton, se fait régulièrement contacter pour une adaptation cinématographique du héros de bande dessinée. Mais il préférera contacter lui-même un certain Luc Besson. Malheureusement, ce dernier préférera proposer Louis-Pascal Kovler à la réalisation, mais se penchera tout de même sur le scénario du projet. Et justement, ce scénario sera écrit à 8 mains, entre Luc Besson, Gilles Malençon et Graton père et fils. Pour ce qui est de la réalisation du projet, il se veut ambitieux puisque tourné en partie durant la véritable course des 24 heures du Mans. En effet, afin de faire vivre le film du mieux possible, Kovler imagine filmer toute une partie du film pendant les essais et la course du Mans 2002. En engageant bien sûr 2 voitures déguisées en antagonistes du film. Le challenge, c'est de ne pas faire ce que fait la télé, c'est-à-dire qu'on fait un film et qu'on voudrait montrer un peu le monde d'une façon un peu différente. Donc de placer les caméras dans des endroits où la télé ne la place pas. C'est-à-dire par exemple dans les voitures en 35 mm, au lieu d'avoir la petite paluche habituelle que vous avez avec les petites interférences, nous on tourne en scope dans la voiture à 300 km/h. Donc ça c'est des points de vue incroyables. Une Lola et une Panos qui courront véritablement la course, caméra au point, ou plutôt à la carrosserie. Le reste du film sera quant à lui tourné en huis clos durant l'été qui suit la course, toujours sur le circuit officiel. Un tournage qui reprend exactement le même schéma qu'un autre film de sport automobile, Le Mans, sorti en 1971, où là aussi on retrouve des images de course réelles, mélangées à d'autres tournées durant l'été suivant la course. Et bien sûr, Michel Vaillant rendra hommage à ce film mythique des années 70, puisque dans l'usine Vaillant, on peut observer une photo de la Porsche 908, voiture avec laquelle l'acteur Steve McQueen avait participé aux 12 heures de Sebring avant le tournage de son film. Mais là où Le Mans cherchait à être un film réaliste plus proche du documentaire, Michel Vaillant devait lui tenir un scénario. Scénario reposant entre autres sur l'album Le 13 est au départ. Album dans lequel la mère de Michel rêve que son fils perd la vie lors d'un accident aux 24 heures du Mans, impliquant dans les 2 cas une mystérieuse voiture portant le numéro 13. Toutefois, dans le film, il semblerait que ce soit bel et bien Michel qui provoque l'accident contre la numéro 13, une voiture représentant l'écurie leader, les grands ennemis des Vaillants dans la BD.
En bref, le film raconte la lutte sans merci des vaillants contre les leaders lors de la 70e édition des 24 heures du Mans. Puisque leader oblige, il y a tricherie. À mi-course, Henri Vaillant, le père de Michel, est kidnappé, provoquant un chantage qui va durer presque tout le film, poussant Michel à subir les ordres des leaders afin de les faire gagner, comme les laisser prendre la tête de la course ou encore piloter lui-même une leader pour les aider. Mais bon, puisque le film se veut bon enfant, le père de Michel est retrouvé et les Vaillantes gagnent la course. Comme vous pouvez vous en douter au scénario, le film fut mal, voire très mal reçu à sa sortie. Souvent critiqué pour son scénario ou pour ses acteurs, Michel Vaillant semble être un de ces films indéfendables. Un film raté comme il en existe des centaines. Pourtant, le film pourrait bien avoir été jugé un peu trop violemment à sa sortie, montrant même quelques traits de talent et d'audace rares, d'autant plus pour un film français. À l'image d'un Ridley Scott, Kovler vient du milieu de la pub, où il fera ses armes pour une future carrière de réalisateur, filmant notamment de nombreuses pubs de voitures, comme quoi il n'y a pas de hasard. On peut reprocher de nombreuses choses à ce film, mais la qualité des plans de course n'est pas discutable. Et ça pour deux raisons majeures. En premier, l'habitude que Kovler a de filmer des voitures, et en second, le budget du film, avec un peu plus de 20 millions d'euros, l'équipe de tournage avait la liberté de filmer de vraies voitures, dans de vraies conditions, comme on a pu le voir un peu plus tôt. Le tout en se payant même le luxe de propulser dans les airs une Lola Vaillante. Reste à savoir si les fans des années 60 se reconnaîtront dans cette adaptation spectaculaire. C'est ce réalisme dans les prises de vue qui touche le spectateur. Comme quoi les effets spéciaux ne peuvent pas tout remplacer. De plus, le film est doté d'un esthétisme à couper le souffle. Qu'il soit pur, ou qu'il ait un véritable intérêt, comme les passages en found footage, où ce qu'on voit à l'écran est le résultat d'une caméra réellement présente dans l'intrigue. Assez audacieux pour un film de voiture. Un aspect trop peu développé à mon goût car il n'a aucun impact dans l'histoire. On aurait pu imaginer que ces extraits de films retrouvés sur des caméras présentes sur le circuit aient une véritable utilisation. Comme par exemple en tant que pièce à conviction d'un potentiel procès Vaillant Leader, qui malgré des kidnappages, du sabotage et d'autres, n'est même pas souligné en fin de film. Un peu dommage. Un autre atout du film, c'est sa bande-son. Réalisée par le groupe britannique Archive, elle est absolument magnifique et elle sublime toutes les scènes de course. Et d'ailleurs, elle m'aura été utile comme arrière-plan de cette vidéo. Mais venons-en aux faits, malgré ses points positifs, le film se heurte au réalisme. Tellement de scènes, de passages, de problèmes dans le scénario, qui bloquent le spectateur à rentrer à 200% dans le film. Moi, je trouve que Besson a fait un travail formidable. Autant se fier à l'heure, la suivre. Ils l'ont bien lu, toute l'équipe l'a lu, et des petits détails, des petits dialogues insignifiants sont repris. Là où les premiers albums étaient dotés d'un profond réalisme dans la narration des courses, le film lui part dans absolument tous les sens, ce qui peut vite devenir lassant. De plus, les albums sont accompagnés d'une coloration très dynamique, avec une palette de couleurs vives, variées, parfois même très colorées. Là où le film lui rentre dans un ton sombre, à la limite pour ainsi dire du filtre Instagram. Ça rajoute de l'atypique à un film qui en avait déjà beaucoup. Peut-être un peu trop. Dans tous les cas, pour ce qui est de mon classement personnel, Michel Vaillant reste mon film français préféré, pour tous les points que j'ai essayé de vous exposer dans cette vidéo. Quoi qu'il en soit, si cette dernière vous a plu, un autre épisode de l'Oublié est consacré à un autre film de voiture, Speed Racer, qui a un registre complètement différent, mais qui est loin d'être inintéressant. Vous pouvez aussi liker cette vidéo et vous abonner pour supporter la chaîne, ça m'aide énormément. En attendant, moi je vous dis à plus. Je me rappelle une année, j'étais assis sur la moto entre mon père et ma mère. Il faisait un temps déplorable, il tombait à verse, et je vois à côté de moi un capot qui arrive, qui n'en finit plus. C'était une splendide Mercedes de l'époque, avec un petit toit pour le chauffeur et puis 2 places à l'intérieur pour monsieur et madame. Et je me rappelle que la dame a baissé sa fenêtre, elle m'a tendu un chocolat. Pour du pauvre petit garçon qui doit souffrir comme il est malheureux. Voilà, toujours un chocolat. Et comme j'avais été bien élevé, j'ai dit merci madame, mais je me disais non, ce que je voudrais, c'est ta bagnole, c'est ta Mercedes. Et je me suis dit le jour où je pourrai, j'aurai une Mercedes.